Bonjour, je suis André Tessier-Ducrot. Je suis le fondateur du Comité Bastille, qui est un laboratoire d'idées travaillant sur une réforme fiscale qui facilitera l'investissement, adaptant notre économie au changement climatique et à la transition énergétique. Merci pour votre intérêt. Je vais vous parler de quelques illusions dont sont victimes certains de nos politiciens qui manquent de réalisme. Les irréalistes qui sont trop souvent au pouvoir en France et dans le monde n'en parlent pas ou bien les éludent. Pourtant, vous savez tous que notre monde est en crise. Vous savez tous que les inégalités matérielles sont en train de grandir depuis 40 ans et que la destruction des ressources accompagne cette croissance des inégalités. La cause en est la financiarisation. C'est quoi la financiarisation? C'est un moyen secret, opaque et légal pour creuser les inégalités. Concrètement, c'est une politique fondée aux États-Unis entre 80 et 90 sur 6 réformes des marchés financiers. Une nation ne peut plus créer de monnaie sans s'endetter. Les métiers de banque de dépôt et banque d'affaires peuvent fusionner. Vos dépôts bancaires peuvent donc servir de garantie à des actions spéculatives. Optimisation fiscale, c'est les lois qui permettent d'éviter l'impôt sans parler de fraude. Une entreprise cotée en bourse peut désormais racheter ses actions et secrètement manipuler le marché. Le stock-optionnisme permet aux dirigeants d'une entreprise cotée en bourse de maximiser leurs gains sur leurs actions de l'entreprise. Une stratégie unique, le Stockholders Value Enhancement, qui vise avant tout à maximiser et accélérer les gains des seuls actionnaires. Être irréaliste aujourd'hui, c'est d'abord croire que la dette mondiale peut augmenter indéfiniment. Regardez ce tableau. Les pays sont classés ici en commençant par celui qui s'est le plus endetté depuis la Covid-19 par rapport à son PIB. Pour chacun d'eux, la dette ajoutée comprend en bleu foncé la dette des ménages et des particuliers, en bleu clair la dette des entreprises et en vert clair la dette de l'État. L'an dernier, c'est le Canada qui s'est le plus endetté par rapport à son PIB, suivi du Japon, des États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, et vous voyez que la France est au 8e rang. Donc, nous vivons une époque où la dette mondiale est en train d'exploser. Et n'oublions pas que c'est avec nos impôts qu'on rembourse la dette. Ce sans logis, par exemple, y contribue de quelques centimes de TVA chaque fois qu'il achète une baguette. Mais si le monde s'endette, le monde devrait être aussi en train de s'enrichir, parce que la dette, ça sert à investir et à créer des richesses, n'est-ce pas? Eh bien, cette dette est aujourd'hui de 300 000 milliards d'euros. Aujourd'hui, enfin, je voulais dire hier. Elle était de 200 000 milliards en 2017, donc elle a augmenté de 50% en 4 ans. Croyez-vous que la fortune mondiale ait augmenté de 50% en 4 ans? Non. Et c'est pourtant ce que les marchés boursiers veulent vous faire croire. Vous allez voir que l'endettement sert à accélérer la financiarisation de notre économie pour soutenir artificiellement les cours de bourse et en même temps aider à cacher des fortunes dans les paradis fiscaux. Être réaliste, c'est croire que nous pouvons éternellement consommer de plus en plus d'énergie. Ces courbes vous montrent comment
sur quelques décennies, la consommation a augmenté suivant les types d'énergie. Hydroélectrique, nucléaire, énergie renouvelable, charbon, gaz, pétrole. Augmentation générale. Ne pourrions-nous pas investir de façon à vivre mieux avec moins d'énergie? Continuons. Voici comment un conseil en économie d'énergie prévoyait il y a quelques années l'effet sur l'emploi de la transition énergétique. Ainsi, le recyclage, là-haut, devait créer 130 000 emplois, l'agriculture bio devait en créer 50 000, et par contre, les emplois devaient être supprimés, 124 000 emplois détruits dans le gaz et l'électricité non renouvelable, etc. Résultat final, à l'époque, il prévoyait 886 000 emplois créés vers 2020 et 446 000 emplois détruits, donc une balance positive de 440 000 emplois. Mais ce tableau ne disait pas d'où viendrait l'argent pour financer tout ça. On a vu que la financiarisation pompe dans les paradis fiscaux des ressources financières qui seraient nécessaires pour cette transition. Le Tax Justice Network évalue à 20 000 milliards les actifs financiers qui sont devenus anonymes et défiscalisés. C'est le résultat de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire des lois qui rendent légal d'éviter l'impôt. Comment allons-nous financer la transition énergétique et la conversion biocompatible dans ces conditions? Nous, Comité Bastille, démontrons qu'on pourrait créer 300 000 emplois par an en France. Seulement voilà, les réformes créant la financiarisation ont été mises en place aux États-Unis dans les années 80. Leur influence sur l'Union européenne débuta en 1999 avec Romano Prodi, président de la Commission. Il s'accrut avec José Manuel Barroso et ensuite avec Jean-Claude Juncker, les trois présidents qui se sont succédés. Un pouvoir occulte, invisible et souverain a fait en sorte que trois présidents successifs de la Commission ont poursuivi une politique active de financiarisation. L'Union européenne a une opportunité formidable de lui barrer la route avec Ursula von der Leyen, qui est maintenant à la tête de la Commission, et avec le Brexit, grâce auquel nous pouvons stopper l'accès libre de la City de Londres au marché européen des services financiers. Je dis qu'il faut saisir cette chance. Être irréaliste, c'est croire que le changement climatique n'est pas causé par l'être humain. Le changement climatique lui-même n'est plus contesté. Mais est-il vraiment notre faute? N'est-ce pas un phénomène naturel? Eh bien, vous voyez ici les courbes de déforestation mondiale, vous voyez en bleu, et vous voyez que celle-ci a augmenté régulièrement. Vous voyez aussi la courbe de la population humaine qui a grandi, s'est accélérée dans les années 50 et la suite, et elle va ralentir jusqu'à plafonner, nous dit les Nations Unies, entre 2060 et 2080. Elle atteindra alors vers 10 à 11 milliards. Et le niveau de la mer qui monte nous prouve que l'homme est la cause principale du changement climatique. Voici comment. Prenez ce chêne de 20 mètres de haut. Lui et l'humus dans lequel il plante ses racines constituent un stock d'environ 12 tonnes d'eau qui reste là au lieu d'être entraîné vers la mer et y devenir eau salée. Ce chêne est une pompe. Il pompe 200 litres d'eau par jour dans le sol. Cette eau va s'évaporer par son feuillage et devenir nuage. Comme tous les arbres, ce chêne renvoie l'eau en l'air. Il la stocke en hauteur au lieu de la laisser partir vers la mer.
La déforestation n'est pas la seule, mais c'est la première raison pour laquelle le niveau de la mer monte de plus en plus vite. Et quand il monte de 1 millimètre, si on déduit l'expansion de l'eau due au réchauffement, cela fait 240 millions de tonnes d'eau qui avant étaient de l'eau fraîche et qui sont devenues de l'eau salée. Être irréaliste, c'est croire que la dépopulation de la planète pourrait être une solution. En effet, plus nous sommes nombreux, plus nous polluons, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons de toute façon vers la dépopulation. Quand le niveau de vie augmente, la natalité baisse. Et comme cette courbe de natalité vous montre. Mais pendant ce temps-là, notre espérance de vie, qui avait augmenté régulièrement depuis 1750, ralentit depuis 2000. Elle a commencé à baisser aux États-Unis et dans plusieurs pays, et en France, nous arrivons au plafonnement. Si nous finissons par être une population de seniors et de retraités, qui paiera les impôts, la Sécu et les retraites? Question. En tout cas, l'adaptation au changement climatique restera nécessaire pendant des décennies. Chaque année, il faudra faire des enfants qui vivent assez vieux pour y travailler et y investir. Être irréaliste, c'est croire que notre système monétaire et fiscal peut continuer tel qu'il est. Regardez ce yacht aussi long qu'un croiseur de bataille. Son propriétaire n'est pas un particulier ou une entreprise. C'est une entité juridique anonyme telle qu'un trust, dissimulé dans un paradis fiscal. D'ici qu'un inspecteur du fisc remonte tout le montage et identifie le vrai fraudeur, le délai légal de prescription de la faute aura rendu son enquête inutile. C'est pourquoi c'est l'impôt sur le revenu, quel qu'il soit, qui est la principale source d'évasion fiscale. Combien de temps cette plaisanterie va-t-elle durer? Et puis derrière tout ça, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, qui permet aux seuls États-Unis de continuer à s'endetter indéfiniment et à entraîner l'endettement des autres pays, sinon leur monnaie gagnerait par rapport au dollar, d'où une perte de compétitivité, l'austérité, le chômage, vous connaissez déjà. Être irréaliste, c'est croire que la souveraineté du peuple est condamnée, comme veulent nous le faire croire beaucoup de populistes, surtout d'extrême droite, qui sont si populaires dans nos médias. Mais la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Alors, si le peuple n'est plus souverain, qui le sera? En attendant, la démocratie n'a fait que gagner du terrain dans le monde. Ce sont les pays les plus démocratiques qui sont les plus prospères et pacifiques. Ce n'est pas un hasard. Les fondamentalistes d'extrême droite et les extrémistes religieux contestent le pouvoir de la femme. Être irréaliste, c'est croire avec eux que la femme n'est pas à sa place quand elle prend toujours plus de pouvoir et de pouvoir politique. Comment se fait-il que plus les femmes sont au pouvoir, comme on vous le montre sur cette carte, plus il en résulte la démocratie, la paix et la prospérité? Voilà ce que je voulais vous raconter. Nous travaillons depuis 2006 à mettre au point des solutions réalistes pour que la France et l'Europe s'en sortent. Elles constituent le plan Bastille et elles comprennent notamment une fiscalité qui rend obsolète l'optimisation fiscale et les paradis fiscaux, qui libère les investissements et la création d'emplois et qui permet de financer une conversion énergétique et biocompatible sans passer par la bourse. Un droit de l'entreprise protégeant celle-ci de la financiarisation.
un service civique formant sur le terrain des jeunes citoyens laïques et responsables. Et enfin, une introduction plus facile d'un revenu universel d'existence. Maintenant, qui sommes-nous au Comité Bastille? Voilà notre équipe. Notre président est Michel Meunier, chef d'entreprise et ancien président du Centre des jeunes dirigeants. Michel Duhamel, notre secrétaire général, est un innovateur. Son entreprise offre aux agriculteurs des alternatives écologiques innovantes. Clément Caru, notre conseiller fiscal, est inspecteur des finances publiques au ministère de l'Action et Comptes publics. Nicolas Jouve est un consultant en ingénierie pédagogique. Jean-Michel Quintric est notre conseiller politique. Jean Rappen est le dirigeant de LCEET, une ingénierie des énergies vertes. Antoine Héron, ancien entrepreneur, est président de l'association Innovation citoyenne et développement durable. Jean-Michel Lati est ancien dirigeant du groupe Banque Populaire. Rémi Demersement, autre entrepreneur, a fondé la cité de l'Association de la responsabilité sociale de l'entreprise. Le professeur François Morin, de l'Université Toulouse 1, économiste, soutient et conseille nos travaux. Marc Roquette, chef d'entreprise, est promoteur d'une taxation de l'énergie. Antoine Vaccaro, président de Force for Good, nous aide à créer notre fondation. Fabien Verdier est maire de Châteaudun et président du club Conviction. Maintenant, voici ceux qui, depuis 2006, nous ont soutenus ou bien nous soutiennent. Michel Rocard, ancien Premier ministre, ancien membre du Parlement européen, vu ici pendant sa dernière intervention publique lors de notre colloque de mars 2016, a soutenu nos travaux de 2009 à sa mort. Antoine Sfer, journaliste, expert du monde arabe, reconnu dans le monde, nous a fait bénéficier de ses travaux pour la défense de la laïcité. Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre, ancien membre du Parlement européen, est fondatrice de CAP 21, le parti avec qui nous collaborons depuis 2016. Louis Berriot fut un pionnier de l'écologie dans la presse française. Hubert Coste est notre doyen. Il est inspecteur général honoraire de l'INSEE. Henri Chazelle fut directeur à la direction des relations économiques extérieures. Je vous suggère de visiter le manifeste des valeurs que nous soutenons et vous avez le lien à ce texte. Votre signature à cette déclaration serait la bienvenue. Et de toute façon, contactez-nous pour être tenu au courant de nos travaux et de notre progrès. Enfin, je vous invite à découvrir Néander, récit d'anticipation-fiction, où je suppose que l'homme de Néandertal n'a pas disparu. Il raconte ce que pourrait être l'humanité si elle n'avait pas divorcé de la nature pendant l'ère néolithique, puis sous l'influence de certaines religions, et comment une société pourrait prendre des décisions à l'unanimité, sans gouvernement, ni élus, ni fonctionnaires, et fonctionner sans l'impôt sur le revenu, donc sans optimisation fiscale. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à bientôt.